On va continuer. Guy Fondop, on reçoit quand même ici Nadège Ngoueni dans le cadre des institutions en ligne. Bonjour Nadège. Bonjour Manuela Siké, bonjour Guy Fondop. Voilà, Bonjour bien Nadège. réveillé Nadège. Alors, très bien, très bien. D'accord, on vous écoute. Vous nous servez là les informations fraîches, voilà, des sites institutionnels. On vous écoute. Bien évidemment Manuela, et pour cette édition de la semaine, donc, nous nous rendons en Afrique centrale tout d'abord sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, où il est donc question des audiences du président de la République. Journée donc bien remplie pour le président Teodoro Obiang Bazogo. Le mardi 26 juillet dernier, en effet, le chef de l'État équato-guinéen a accordé plusieurs audiences ce jour-là. La première audience accordée à la délégation officielle de la République de Guinée-Bissau, dirigée par son premier ministre Bassirou Ndja, a donc permis de renforcer la coopération entre les deux peuples membres de la communauté des pays de langue portugaise CPLP et d'aborder des questions communautaires. Pour clôturer dans sa journée de travail, le président Obiang Bazogo a reçu l'archevêque de Malabo, Juan Sunjang, et l'évêque de Bata, Juan Matogo Oyana, avec qui il a donc abordé des sujets liés aux relations entre l'Église et l'État. Selon donc l'archevêque, concernant lors de cette rencontre, bien évidemment, le chef de l'État équato-guinéen a exprimé ses condoléances pour le décès du révérend Clemente Mba Bitaga suite à un accident de route. C'était dans la région donc continentale. S'agissant de la nomination d'un nouvel évêque pour le diocèse d'Ebibéine, Juan Sou Edjan a donc signalé que le pape François prendra la décision et c'est le nonce qui la rendra donc publique. Nous sortons de la République de Guinée équatoriale donc par le sommet Afrique-Monde arabe. Le comité national organisateur d'événements a donc tenu sa première réunion à Sipopo, Malabo, depuis son remaniement par le gouvernement pour mettre en œuvre les préparatifs du sommet Afrique-Monde arabe qui aura donc lieu en République de Guinée équatoriale en novembre 2016. Et selon donc les prévisions, la rencontre était présidée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération de Guinée équatoriale, son Excellence Agapito Mbamokoui. Une fois donc les prénoms des membres des sous-commissions vérifiés, le ministre des Affaires étrangères et les autres responsables ont expliqué leur point de vue concernant donc, la préparation du sommet Afrique arabe. Nous restons en Afrique centrale sur le portail officiel donc de la présidence de la République tchadienne, où il est surtout question du discours de son Excellence le président de la République, président en exercice de l'Union africaine lors du 27e sommet de la Ligue des États arabes à Nouakchott en Mauritanie. Cette adresse dans laquelle le président Idriss Déby Itno souhaite que les personnalités de l'Afrique et les moyens du monde arabe soient mis ensemble pour raffermir davantage la coopération afro-arabe déjà marquée et facilitée par les liens historiques et les affinités culturelles et linguistiques, et donc à lire intégralement en visitant le portail officiel de la présidence de la République tchadienne. Toujours en Afrique centrale, sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun cette fois-ci, ici il est surtout question d'une série de décrets portant nomination de responsables au ministère de la Défense et dans les services du contrôle supérieur de l'État. Ces décrets sont au nombre de 5 à consulter intégralement en parcourant bien évidemment le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Au Gabon, c'est toujours en Afrique centrale, il est question de la tournée républicaine du président Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État gabonais a donc achevé sa tournée républicaine dans l'Ogwe, Lolo, Ndagui, Matata et enfin la Tourville. On a marqué la dernière journée du chef de l'État à la rencontre des populations de cette province du sud-est du Gabon. Le Gabon regorge d'immenses ressources naturelles telles que notre sous-sol, le bois, l'eau, mais la plus grande richesse de notre pays, c'est son peuple. Je suis conscient que la vie est encore très difficile pour nombre de nos compatriotes. Je sais qu'un plus grand changement est nécessaire. Mon programme pour l'égalité des chances sera porteur d'opportunités, d'emplois et permettra la création des centres de formation pour tous les Gabonais, a donc lancé le président Ali Bongo Ondimba à la population à l'occasion donc de sa tournée républicaine dans l'Ogwe Lolo.
sur le portail officiel du gouvernement burundais. Ça, c'est dans la région des Grands Lacs. Il est surtout question du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de financement relatif au PURI. Les sénateurs burundais ont donc adopté mardi dernier à l'unanimité le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de financement relatif au projet d'urgence pour la résilience des infrastructures, en abrégé PURI, au Burundi d'un montant donc de 17,8 millions de dollars américains, équivalent bien évidemment à 25 millions de francs burundais, équivalent à 25 millions de dollars américains. Cet accord entre le Burundi et l'Association internationale de développement, en abrégé IDA, a été signé, signalons-le, le 7 avril 2016 entre le ministre burundais en charge des finances, du budget et de la privatisation et le représentant résident de la Banque mondiale au Burundi. L'un des objectifs du projet PURI est donc de contribuer à la réhabilitation et à la préservation des infrastructures de transport et des infrastructures urbaines endommagées par les pluies diluviennes de février 2014 dans des zones déterminées. Le projet vise également à renforcer la capacité du gouvernement burundais à prévenir et à gérer les catastrophes naturelles. Cette fois-ci, nous nous rendons en Afrique de l'Ouest et nous commençons tout d'abord par le portail officiel du gouvernement sénégalais, où il est tout d'abord question de l'audience présidentielle. Le président Macky Sall a donc reçu en audience, c'était lundi après-midi, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du département des affaires politiques. Il était accompagné donc de Imbe Chambas, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Au menu des échanges étaient également les questions de développement, de sécurité et de stabilité dans la sous-région. Nous sortons bien évidemment de la République sénégalaise par les JO de Rio 2016. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a donc présidé le 23 juillet dernier la cérémonie officielle de remise du drapeau national aux athlètes devant représenter le Sénégal aux Jeux olympiques de Rio, prévus donc du 5 au 21 août 2016. Toujours en Afrique de l'Ouest, sur le portail officiel de la présidence de la République malienne, il est question du dépistage du cancer du col de l'utérus. Depuis peu donc, une nouvelle actrice investit le terrain de la lutte contre le cancer du col de l'utérus aux côtés des pouvoirs publics. Il s'agit bien évidemment de l'amicale des femmes d'organes d'Orange Mali qui se mobilise avec le concours de la première dame Keita Aminata Maïga pour tirer sur la sonnette d'alarme et proposer une campagne nationale de dépistage dénommée Week-end 70. La dite campagne a donc été lancée mardi dernier par la première dame du Mali, présidente de l'ONG Agir, marraine de l'événement, au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Elle avait à ses côtés, bien évidemment, le ministre malien en charge de la santé et de l'hygiène publique, le docteur Marie-Madeleine Togo, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Sangaré Oumouba, les responsables et agents d'Orange Mali, le personnel de l'hôpital et de nombreux autres invités. À noter donc que selon les chiffres officiels de l'OMS et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au Mali, le cancer du col de l'utérus tue plus de 1076 femmes chaque année au Mali et constitue à ce titre donc une préoccupation de santé publique. Sur le portail officiel d'information de la République du Togo, c'est toujours en Afrique de l'Ouest, il est question de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Le Togo a ainsi décidé de compléter son arsenal juridique et réglementaire à quelques mois de la tenue à Lomé d'une conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Réunis donc depuis mardi, et ce pour 4 jours en session extraordinaire, les députés togolais ont adopté à l'unanimité la loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime signée le 14 octobre 2005 à Londres, en Grande-Bretagne. Cette adhésion va ainsi permettre au Togo de se conformer aux exigences de l'Organisation maritime internationale et de renforcer ses moyens de lutte, a donc indiqué Ninsao Nyomfam, le ministre togolais en charge des infrastructures et des transports. La marine pourra identifier
les infractions commises contre la sûreté et la sécurité maritime, sécuriser non seulement les côtes, mais aussi ses eaux territoriales en haute mer. Nous sortons de la République togolaise par la journée de la femme africaine. La journée de la femme africaine aura donc lieu le 31 juillet prochain, mais les manifestations ont donc débuté lundi au Togo. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme organise toute une série d'événements liés au thème 2016, à savoir santé de la femme et de la jeune fille, une priorité pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le ministère togolais propose gratuitement dans la capitale et en région des consultations gynécologiques, prénatales et de planification familiale, des tests de dépistage du cancer du sein et pour le volet plus ludique et sportif, une marche aura lieu le 30 juillet prochain le long de la plage de Lomé. Après l'Afrique de l'Ouest, mettons le cap à présent en Afrique du Nord sur le portail officiel du royaume chérifien où il est donc question du package conclu entre le Maroc et le secrétariat des Nations Unies au sujet de la MINURSO. En effet, les membres du Conseil de sécurité se sont donc félicités du package conclu entre le Maroc et le secrétariat des Nations Unies au sujet de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en abrégé MINURSO, dans le cadre donc de son mandat réaffirmé dans ses résolutions successives, selon donc la déclaration faite mardi à New York par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, son Excellence Omar Hilal. S'agissant donc du retour du Maroc à l'Union africaine, M. Hilal a affirmé que plusieurs pays félicitent donc le Royaume pour sa décision de réintégrer l'organisation panafricaine, ajoutant que lors de cette réunion, il a été souligné que cette démarche aidera à créer un nouveau momentum au sein de l'Union africaine et une nouvelle atmosphère dans la région du Maghreb. Après l'Afrique, cap à présent sur le vieux continent en Europe, où nous nous rendons tout d'abord sur le portail officiel du Grand-Duché du Luxembourg, où il est question surtout de la relocalisation de demandeurs de protection internationale. Suivant aux décisions arrêtées par le Conseil Justice, Accueil et Intégration du mois de septembre 2015, et dans le cadre du mécanisme de relocalisation, le Luxembourg accueillera donc un total de 557 personnes jusqu'au fin de l'année 2017 en provenance de la Grèce et de l'Italie. Le Luxembourg, soulignons-le, est déterminé à ce que ce mécanisme fonctionne et poursuit ses engagements. Ainsi, en date du 26 juillet dernier, donc, 20 personnes, dont 15 adultes et 5 enfants, ont été accueillies au Luxembourg. Elles constituent le premier groupe de demandeurs de protection internationale à être localisés en provenance d'Italie. Nous restons sur le vieux continent en Europe, cette fois-ci sur le portail officiel de la Principauté de Monaco, pour parler donc du Monaco Collectif Humanitaire. Le 26 juillet dernier, les membres ainsi que les fidèles donateurs du Monaco Collectif Humanitaire se sont réunis au centre cardio-thoracique pour célébrer la petite Fanta, originaire du Mali et 300e enfant opéré en Principauté de Monaco. L'ambassadeur de cœur de cette formidable chaîne de solidarité, le footballeur Olivier Guiraud, a été donc présent pour l'occasion et témoignant ainsi une nouvelle fois de son engagement en faveur des enfants vulnérables. Sur le portail officiel de la présidence de la République française, c'est toujours en Europe, il est bien évidemment question du compte rendu du Conseil des ministres du mardi 27 juillet 2016 que vous pouvez consulter intégralement sur le site officiel de l'Élysée. Et nous bouclons ce tour d'horizon des institutions en ligne en langue française par le Québec, où il est question du Congrès des professeurs de français de Liège. Ainsi, du 14 au 21 juillet dernier, donc, une soixantaine de Québécois prenaient part au 14e Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français à Liège, portant sur le thème de la place et le rôle du français dans les mondes culturels, social, intellectuel, économique, professionnel d'aujourd'hui et de demain. Quelques professeurs ont d'ailleurs pu participer à cet événement grâce au soutien du ministère québécois des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Voilà donc livré le contenu des informations sur les sites officiels des gouvernements du monde. Voilà, merci à vous, Nadège Ngueni. Merci. On vous
vous transmet les salutations du pasteur Soa depuis le Ghana qui a tenu à vous féliciter pour votre travail, Nadège. Merci à vous, pasteur Soa. D'accord. Voilà, Nadège, vous ne partez pas comme ça parce qu'aujourd'hui, nous parlions de la Libye, la situation qui prévaut de ce côté-là. C'est vrai que nous sommes revenus, vous connaissez très certainement cette actualité-là, ces 3 soldats français qui ont été tués là-bas de ce côté-là, ce qui a réveillé d'autres interrogations, qui a suscité des interrogations, des questions. Que fait encore la France ou encore la présence militaire française là-bas sur le territoire libyen? Et même si aujourd'hui on s'étend quand même aussi, on s'interroge aussi même sur la puissance ou la force de l'État islamique sur le territoire libyen. Qu'est-ce que cet État représente? Quel danger cet État représente aujourd'hui sur le territoire libyen, bien sûr en lien avec cette autre actualité qui concerne la France également? Merci Manuela de me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui, bien évidemment, depuis quelques jours déjà, défraie la chronique aussi bien en Afrique que à l'international. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, Manuela, il y a un adage bien courant qui dit « qui sème le vent récolte la tempête ». C'est vrai, l'État islamique se trouve aujourd'hui en Libye officiellement, mais il faut déjà s'interroger même sur l'origine même de l'État islamique, de l'État islamique, parce qu'on sait qu'il n'y a pas longtemps, c'était les talibans. Ensuite, on a eu Al-Qaïda avec sa figure emblématique, Oussama Ben Laden. Aujourd'hui, nous avons l'État islamique qui passe pour être cette nébuleuse immaîtrisable, même par les grandes puissances mondiales, qui, on le sait, ont la capacité de pouvoir dénicher même une aiguille dans une botte de foin. Alors, que fait l'État islamique en Libye? Voilà. Officiellement, l'État islamique et Al-Qaïda veut créer ce qu'on appelle un califat, un État arabe. Et l'État islamique est bien évidemment parti de la Syrie, de l'Irak, et se retrouve aujourd'hui en Libye. Et officieusement, non officiellement, il y a des forces étrangères occidentales, parmi lesquelles la France, qui se retrouve précisément en Libye pour officiellement contrôler les agissements de l'État islamique. Alors, moi, je vais pas, j'ai dit, l'État islamique, sa raison, c'est créer un califat. Mais maintenant, la raison d'être des forces occidentales en Libye, c'est quoi? Déjà, on se souvient que c'est une force coalisée, le temps, avec à sa tête la France, initiatrice de la résolution 1973, en compagnie bien évidemment de la Grande-Bretagne, qui ont déclaré la guerre au régime du guide de la révolution libyenne, sous prétexte que ce guide se préparait à commettre un génocide dans son propre pays. Et donc, ces puissances se sont rendues en Libye, avec bien évidemment le concours des médias, pour officiellement libérer le peuple libyen du joug du dictateur, parce que c'est ainsi qu'il qualifiait bien évidemment le guide de la révolution libyenne, le dictateur Muammar Kadhafi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que la population aujourd'hui, pour que le gouvernement même reconnu par la communauté internationale et pour que la population sorte et demande à la France de partir? Et il faut bien le souligner, ce n'est pas seulement à la France que la population, les miliciens et les gouvernements reconnus par la communauté internationale a demandé de plier bagage. C'est bien évidemment aux forces américaines, aux forces italiennes, britanniques, jordaniennes, émiraties et qataries, les forces étrangères, parce que ce sont des forces militaires qui sont présentes officieusement en Libye. Je le dis parce que vous savez que depuis, il y a un blocus au niveau des Nations Unies pour trouver la solution au problème libyen aujourd'hui qui a tendance à vouloir faire tache d'huile dans la région. D'accord. Merci à vous, Nadège Nguéni, pour votre point de vue par rapport à cette autre actualité. On va se quitter, Nadège, avec cet appel d'un téléspectateur.